Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Tancred. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est à Granville dans les locaux de Copilote Expert Comptable, là où tu travailles. Donc si je t'explique comment ça va se passer, on va remonter au tout début de savoir comment tout a commencé, où est-ce que tu es né, quel enfant tu étais, est-ce qu'il y a des métiers que tu voulais faire, est-ce que tu rêvais de faire de la compta peut-être? Pas au début. Et ensuite on va retracer ton parcours professionnel jusqu'à en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors oui, je suis Tancred de la Garandrie, je travaille au cabinet Copilote, expertise comptable. Et alors aujourd'hui, moi j'accompagne les créateurs d'entreprises et je garde aussi un portefeuille client que j'accompagne en tant que conseiller expertise. Et donc tu n'es pas expert comptable? Et non, je ne suis pas du tout expert comptable. Parce que l'idée du podcast, c'est aussi de mettre en avant différents parcours et on n'est pas tous obligés de vouloir être expert comptable. On en reparlera un peu plus tard. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Tancred, où est-ce que tu es né? Est-ce que tu es né en Normandie, à Granville ou pas du tout? Alors, je suis né en Normandie, dans la Manche, mais pas à Granville. Je suis originaire de Saint-Lô, qui est la ville préfecture là, du département. Et puis, donc, je suis né à Saint-Lô, j'ai grandi à Saint-Lô. J'ai pas mal sillonné le département de la Manche à travers mes établissements scolaires. Puis après, je suis arrivé à Granville par le biais de Copilote. Et du coup, dans quel cadre familial t'as grandi? Qu'est-ce que faisaient tes parents? Alors, j'ai grandi dans un cadre familial, moi, où j'ai une maman bretonne et un papa normand. Ah, c'était la guerre ou... Ouais, un petit peu quand même. C'est pas du tout les mêmes caractères. C'est un cliché ou c'est... Entre les deux grands-mères, oui, plus. Génération en dessous, un peu moins. Ils étaient pas contents que leurs enfants se marient avec, entre guillemets, l'ennemi? Non, et puis maman bretonne du Finistère en plus, donc vraiment bien bretonne. Non, mais après ça c'est voilà. Et après moi j'ai mon grand frère et ma grande sœur qui sont nés en Bretagne et j'ai un autre frère qui est né à Saint-Lô avec moi après dernièrement. Donc je suis le 4e de la fratrie. Donc 2 frères et une sœur. Et puis après j'ai vécu un cadre familial des plus simples, mais aussi une vie assez joyeuse avec toute la famille. Donc. Et ils faisaient quoi tes parents? Donc moi, ma mère, elle a fait pas mal de choses un peu dans sa vie. Alors au départ, elle était responsable du service juridique du conseil départemental. Ok. De Bretagne du coup? Non, avant, elle a travaillé au conseil départemental à Saint-Brieuc. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père notamment. Et puis après, elle est partie responsable du conseil départemental de Saint-Lô, en service juridique en tout cas. Et puis elle a pris sa retraite anticipée parce que j'ai un de mes frères qui a une dyslexie lourde. Donc elle a pris sa retraite anticipée pour l'aider, pour l'accompagner. Et puis du coup, derrière, elle a enchaîné un peu de travail et notamment aujourd'hui, elle fait des enquêtes publiques. Donc en fait, c'est la gestion des PLU. C'est toutes ces... PLU, Donc c'est les plans locaux d'urbanisme. Okay. Ça veut dire qu'en fait, un peu ces missions, elle a fait une enquête publique. Si admettons, on veut mettre des terrains constructibles dans des zones, dans des villes par exemple, et ben elle va donner un avis, elle va faire une enquête, elle va donner un avis au tribunal administratif en disant savoir si c'est faisable ou pas. Si c'est faisable ou pas, exactement. Et puis mon père a fait aussi une carrière d'abord dans le conseil départemental, puis après il est parti en préfecture. Et il était chef du cabinet du préfet à la préfecture de Saint-Lô.
Donc Terminateur de Sakharine, là-bas. c'était plutôt des fonctionnaires? Oui, Ouais. donc c'est ça. Du coup, on en parle encore beaucoup parce que on n'a pas la même vision du monde. Du coup, j'ai un frère aîné qui est dans la gendarmerie. J'ai une sœur qui a fait un peu de privé dans une école prépa privée comme enseignante et puis qui travaille à Polytechnique aujourd'hui. Et j'ai un autre frère qui est pâtissier, chocolatier. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la fonction publique, dans la famille. Donc, moi et ma vision du privé, c'était pas toujours les mêmes visions. Ah ouais, mais du coup, c'est quoi que tu vois comme différence entre... Non, nous, obligatoirement, dans le privé, on raisonne quand même assez rentabilité, gestion des entreprises et tout ça. Donc, où ils ont pas cette vision du tout dans le public. Donc, je m'amuse un peu à leur en parler, à leur dire qu'on n'a pas toujours la même vision. Mais est-ce que c'est un peu cliché ou tu sais, on a l'idée de, je sais pas, que peut-être dans le privé, on est plus genre rapide ou etc. et que dans le public, c'est un peu plus lent à prendre des décisions, tout ça. Ouais, sûrement, peut-être. Après, bon, c'est vrai que moi, j'avais vu, je voyais aussi que en termes d'heures, je pense qu'il y a un peu de cliché quand même derrière, parce que moi, je voyais. Oui, on dit que les fonctionnaires, ils travaillent pas trop, ils sont en vacances toute l'année. Bon, c'est un peu cliché. Moi, je voyais par exemple mon père qui partait à 8h, qui rentrait à 20h le soir. Mais il n'y a pas cette vision de rentabilité derrière, c'est vraiment quand même deux univers bien séparés pour moi. Et du coup, quel type d'enfant tu étais? Je sais plus, tu me disais que tu étais plus dans les derniers de la famille? Ouais, j'étais pas le meilleur élève, loin de là. J'étais plus un élève où j'aimais bien bavarder en classe, passer du temps avec les copains et pas très inspiré par les cours en soi. Mais bon, ça m'a pas empêché de continuer les études derrière. Non, ça l'a fait quand même. Enfin, t'as franchi les étapes sans... Ouais, alors je les ai franchies. Alors après, j'ai une maman qui ne m'a pas trop laissé le choix non plus. Parce que, en fait, au départ, on avait fait pas mal d'établissements. Je suivais un peu mon frère avec sa dyslexie, donc on avait changé un peu d'établissement dans le secteur Saint-Lois. Et puis, derrière, c'était pas une réussite en CE1. En CE1, on nous fait passer des tests. Et puis, en fait, moi, j'étais pas très inspiré par les tests, donc c'était pas une grande réussite mes tests en CE1. Ce qui fait que j'étais très mal classé. Je crois que j'étais très très mal classé dans le département de la Manche. Donc ma mère m'a repris une année par correspondance en CE2. Et puis après, je suis retourné en établissement privé en CM1, que j'ai continué jusqu'en 4e. Et puis après, je suis reparti en public en 3e. Donc voilà. Et toi, t'avais pas de dyslexie? Parce que je crois qu'il y a une partie un peu héréditaire. Ouais, j'avais pas de dyslexie lourde comme mon frère, en fait. Mais j'avais plus une dyslexie sur tout ce qui va être orthographique ou des choses comme ça. Où là, j'ai fait un peu de rééducation, notamment dans ce domaine, quoi. Ok. Et est-ce que tu avais des idées de métier, de ce que tu voulais faire ou... Ouais, quand j'étais en 3e ou même au collège déjà, je voulais être pharmacien, moi, au départ. Je voulais être pharmacien parce que je passais mon temps à m'occuper de la pharmacie de la maison, à soigner un peu les bobos de tout le monde dans la maison, leur trouver les médicaments quand ils avaient tel ou tel symptôme. Donc au départ, je voulais faire ça. Ouais. Et ça a changé au fur et à mesure Ça a changé un peu, oui, par aussi obligation. C'est que j'ai fait une seconde générale où j'avais pas les super bonnes notes en maths et j'avais jamais été très doué en mathématiques. Donc la question se pose. Pourtant, tu fais de la compta, donc ça va. Ouais. Mais j'ai toujours l'habitude de maths, dire, mais... ouais, c'est ce que je dis. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens que la compta, c'est pas des maths. En réalité, c'est une logique à apprendre et un système. Et oui, donc du coup, tu disais que t'aimais pas trop les maths, et donc... Non, et j'avais pas des très bonnes notes en maths. Alors, en seconde générale, c'était un peu plus complexe. Donc, en fait, j'ai redoublé d'abord une première fois ma seconde, en disant je vais quand même refaire un bac. Pour aller en bac S. Exactement, ouais, pour pouvoir faire pharmacien. Et puis, la deuxième seconde n'était pas mieux que la première. Donc, après, il y a eu dans mon dos, en plus, ça a été fait entre ma mère et la proviseure de l'établissement à Saint-Lô. Elles s'étaient rencontrées, et puis en fait, j'avais des très bonnes notes, par contre, en SVT, en physique. Ce qui fait que elles voulaient toutes les deux que je parte en bac ST2I au départ, et moi, je voulais partir en bac STMG. Elles pensaient que c'était pour les rejoindre mes copains qui étaient dans l'autre établissement. Et ST2I, c'était quoi? C'était sciences de l'ingénieur ou sciences techniques et de l'ingénieur, ouais. Donc du coup, il y a eu une présentation du bac STMG dans le lycée général. La proviseure est venue à côté de moi, s'installer à côté de moi pour regarder si j'étais vraiment intéressé par la filière ou si c'était pour aller rejoindre mes amis qui étaient dans l'autre établissement de Saint-Lô, qui était technologique.
Et puis elle a appelé ma mère derrière en disant je suis embêté, je crois qu'il est vraiment intéressé par la filière. Donc moi j'avais déjà cette idée de vouloir travailler dans le monde de l'entreprise. Après, pas obligatoirement du tout, et je pensais pas du tout à la comptabilité à ce moment-là. Mais je savais que c'était un bac qui allait me plaire parce qu'il tournait autour du monde de l'entreprise. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a pas trop laissé le choix non plus. Elle m'a dit, ok, d'accord, tu vas faire un bac STMG, mais par contre, tu iras pas à Pierre et Marie Curie où sont tous tes copains. Et elle m'a dit, tu prends la ligne de chemin de fer de la SNCF, et puis tu choisis 4 lycées au rectorat, et t'affecteront dans un... Donc, je me suis retrouvé à Cornas, à Valogne. Donc, dans c'était aussi pour vérifier peut-être si c'était vraiment, le bon choix. STMG ou si c'était les copains. Ouais, exactement. Donc, en fait, j'ai suivi le truc, et puis j'étais affecté à Valogne, qui est en dessous de Cherbourg, quoi. Donc, je prenais le train tous les lundis matins, je le reprenais tous les vendredis soirs pour rentrer. Et en fait, là, ça a été le début où je me suis plus impliqué dans le scolaire quand même. Notamment parce que j'allais à l'internat, ça inquiétait beaucoup mon père. Parce que lui était parti en internat à l'âge de 3 ans, donc il voyait ça comme quelque chose de... Classique. De classique, beaucoup de compliqué à vivre. Mais je lui ai dit, non mais papa, je passe les meilleures années de ma vie à l'internat, donc derrière, dans l'idée, c'était... au moins, il y avait aussi un temps le soir quand même pour travailler, donc je me suis dit, allez, Tancred, tu prends le temps pour travailler, tu te mets à travailler quand même. Et tu disais que le monde de l'entreprise, ça t'attirait, alors que pourtant, t'avais... Enfin, je sais pas si dans ton entourage, t'avais peut-être des chefs d'entreprise, parce que vu que tes parents, ils étaient fonctionnaires, on pourrait se dire, tu vois, que t'allais plus être attiré par ce que tu connais. Bien sûr, ouais. Je sais pas trop pourquoi ça m'est venu l'idée. Je pense que c'était un peu le monde des affaires, du business. Dans l'entourage de mes parents, par contre, il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient quand même dans le privé, donc mes parents nous ont toujours forcé aussi à discuter avec les adultes, déjà même à l'époque quand on était enfant, donc on pouvait discuter avec eux de leur métier et tout ça, et la partie privée m'avait vraiment attiré, quoi. Et quand tu découvres les toutes nouvelles matières du coup en STMG, est-ce que ça correspond à l'idée que tu t'en faisais? Est-ce que ça te plaît, ça te conforte dans ton choix? Étonnamment oui. La première année, quand on est en première, on fait que des intuitions autour du monde de l'entreprise. On fait un peu de gestion, un petit peu de compta, mais on n'approfondit pas du tout, quoi. Et puis après, c'est un peu la rencontre avec un prof qui était en première, qui était très autoritaire, qui était assez autoritaire, mais je me suis dit, de toute façon, si je veux mon bac, faut mieux que j'aille avec lui, tant pis. Et c'était le prof de comptabilité en terminale, donc c'est un peu comme ça, par hasard, que je suis parti en que tu t'es spécialisé en gestion finance, c'est ça, je crois. C'est gestion finance, c'est ça, ouais. Et du coup, je me suis spécialisé en terminale dans ce domaine-là, en allant avec lui, quoi. Et c'est lui vraiment qui a commencé les prémices de la compta et qui m'a donné le goût à faire la comptabilité. Et donc à ce moment-là, tu te dis que tu vas bosser dans ce secteur-là, ou enfin, parce que du coup de toute façon dans tous les cas tu pouvais pas être pharmacien. Non, c'était. Est-ce que tu avais des idées de métier J'avais pas encore d'idées de métier très conçues et je pensais pas non plus obligatoirement à la compta. Pas du tout, même au contraire. Je pensais toujours à la gestion d'entreprise, pourquoi pas me mettre aussi à mon compte, créer mes propres entreprises. Et je me disais que c'était toujours que des bases solides d'avoir ces matières-là. Et puis au final, derrière, j'avais entendu parler du DUT GEA, dès la première déjà. Et je me suis dit, c'est une formation qui a l'air d'être hyper... généraliste. Ouais, généraliste. On touche un peu à tout, on touche même à du droit administratif. Parce qu'en fait, j'ai des parents qui ont fait beaucoup de droit, j'ai un frère qui a fait droit avant de rentrer à la gendarmerie. Donc le droit, c'est un peu la spécialité de la famille. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller là-dedans, il y a du droit, il y a un peu de tout. Et donc je suis parti derrière en GEA, quoi. Donc j'ai eu l'épreuve du bac avant à passer. Oui. Et c'est bon, tu l'as eu Je l'ai eu, c'est un des diplômes où j'ai eu où j'ai eu la meilleure note, en tout cas pour l'obtenir. Mais j'étais encore un peu trop à travailler le soir pour le lendemain. J'étais beaucoup comme ça. Et notamment même pour les épreuves, mais ça a été, même je me souviens de l'épreuve de l'histoire géo, je l'avais pas trop révisée. Ma mère m'avait appelé et puis m'avait demandé tu penses que ça a tombé sur quel sujet? Je lui ai dit le droit des femmes. Et on en a parlé pendant 1h30 au téléphone et le lendemain je suis tombé droit des femmes. Ah ouais? Ouais, j'ai eu 15,5. Ça avait pas mal aidé quand même. Ouais. T'as eu de la chance quand même, parce que si ça t'est tombé sur autre chose... je pense que je t'avais plus dans la galère, mais ouais. Et le DUT GEA, du coup tu l'as fait où? C'était à Caen ou... Ouais, moi je l'ai fait à Caen. J'ai demandé, on pouvait demander plusieurs. Alors moi c'était post-bac à l'époque et j'avais demandé Caen en 1, Nantes en 2 et Cherbourg en 3. Parce que Nantes avait la particularité, je crois que c'est un des seuls où ils proposaient des gens en alternance. Ah oui, ok.
Moi, j'avais déjà un problème, c'est que je voulais très vite mon indépendance, par contre. Ce qui a agacé beaucoup mes parents, mais je voulais tout de suite être assez vite autonome et pas. Donc, au final, j'étais quand même envoyé à Suite Caen, donc j'ai fait 2 ans d'études. En fait, avant de m'affecter en DUT-GEA, mes profs voulaient que j'intègre l'EM Normandie. Ok, une école de commerce. Une école de commerce à Caen. Mais j'ai pas spécialement voulu. Il y avait le coût aussi de l'école, et je me suis dit, je préfère aller en université quand même. Parce qu'il fallait passer peut-être des concours aussi. Ouais, alors il il y avait des épreuves, je crois, à passer, et puis après, il y avait le coût de l'école qui était assez important aussi. Et je me suis dit, de toute façon, j'avais quand même déjà mon idée du DUT, j'étais resté fixé là-dessus, donc je suis parti à Caen après, en DUT-GEA. Donc ton DUT à Caen, il n'était pas en alternance? Non, du coup, il était pas en alternance, j'ai fait 2 années complètes en initiale. Ouais. Et t'as fait des stages du coup Ouais, alors au bout on avait 2 sessions, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait la première année, à la fin de la première année, on devait travailler sur un projet d'une entreprise qu'on choisissait. Donc moi, j'avais choisi une entreprise qui est dans le Cotentin, qui s'appelle la Maison des Biscuits. C'est une entreprise qui commercialise tout ce qui est autour du biscuit, des petites madeleines et des financiers, et qui est très reconnue dans le département, parce que déjà, c'est très touristique. C'est le 2e lieu le plus touristique du département. Et après, ils ont réussi à exporter vraiment leurs produits. Donc, ça, c'était ma première phase. Et la deuxième phase, fin de 2e année, là, on avait le vrai stage. Parce que la première fois, c'était fictif ou c'était quand même réel dans le sens où c'était l'entreprise qui demandait à l'école de l'aider? Non, c'était à nous vraiment de trouver une entreprise qu'on choisissait. Ok, donc c'était fictif. C'était vraiment fictif. Là, on intervenait juste dans l'entreprise, juste pour aller leur poser des questions, comment ils géraient leur entreprise. Et c'était vraiment plus un travail d'analyse de l'entreprise dans le fond, quoi. Ok. Et la 2e année, là, c'était un vrai stage. Donc, moi, je me suis spécialisé en compta, du coup, la 2e année. Un peu par facilité aussi, parce que comme il y avait tellement de matières, en réalité, je gagnais mes points en comptabilité comme j'avais de l'avance sur les autres, mais j'en perdais toujours en maths, comme j'avais moins d'avance, par exemple, sur les S. Et donc, du coup, c'était l'équilibre. Et donc, j'ai choisi la spécialité compta en 2e année. Et là, je me suis retrouvé, du coup, aller rentrer vraiment dans la compta. Donc, j'ai choisi un stage en comptabilité qui était sur un gros groupe qui s'appelle Savencia, qui gère, moi je travaille pour la Solvay parce qu'il gère Savencia, et Savencia, ils détiennent un peu quasiment tous les fromages. Et notamment Elévir qui est dans la Manche. Voilà. Je l'avais choisi un peu par proximité parce que j'étais à 4 minutes de chez mes parents en voiture. Donc là, c'était au service comptabilité. Ouais. C'est un stage que j'ai pas du tout aimé parce que c'était très répétitif. J'étais affecté au service comptabilité client. Et en fait, du coup, je commençais toujours mes journées de la même manière. Je devais arriver, je regardais si les clients avaient payé. Je ressortais tous ceux qui avaient payé et tous ceux qui n'avaient pas payé. Ceux qui n'avaient pas payé, je devais les relancer pour qu'ils payent. Donc là, les joies d'avoir des clients au téléphone, exactement. Ouais. Ce qui n'est pas très agréable. Et puis après, derrière, je travaillais aussi sur tout un reporting des bons payeurs et mauvais payeurs. Et pour autant, même si tu n'as pas forcément trop apprécié ton stage, ça t'a pas dégoûté de la compta? Tu t'es pas dit non, mais je savais qu'en discutant après avec des professionnels du métier, avec des enseignants, je savais que je voulais pas retourner dans des grands groupes en étant affecté à des services purs et durs de soit de compta client, soit de compta fournisseur. Parce qu'en général, en entreprise, t'as compta client, compta fournisseur, compta général. Des fois, t'as trésorerie. Ouais, parfois t'as trésorerie. Là, il y avait trésorerie aussi dans ce service-là. Et ils avaient aussi tout un service qui gérait toutes les gestions à l'export. Et notamment, après, tous les services étaient redistingués. C'est-à-dire qu'en compta, par exemple, client, t'avais compta client international et compta client national. Compta fournisseur international. Voilà, et national. Et donc, du coup, je me suis dit que je voulais pas recommencer comme ça. Et de là, en cherchant, j'ai posté pas mal je cherchais principalement en cabinet comptable. Donc j'ai posté pas mal de CV. Donc là, à ce moment-là, tu te disais, j'arrête après mon DUT et je cherche un CDI en gros ou... Non, du coup, je voulais quand même continuer en DCG. Au départ, je voulais continuer à l'IAE de Caen. Et puis le directeur de l'IAE de Caen m'avait dit, vos notes, c'est des montagnes russes. Donc il me dit... Parce que c'était en fonction des matières, si tu avais des matières où tu étais très bon et des matières où j'étais très faible. Ouais. Et notamment toujours les maths qui me posaient problème. Du coup, on en discutait avec lui, donc j'avais pour projet moi d'être en alternance à l'IAE. Je voulais toujours mon indépendance, qui revenait un peu à la charge. Donc du coup, au final, je suis parti en DCG.
en DCG, et là, je cherchais une alternance, quoi. Donc, j'étais déjà pris dans une école, le 2SE à Caen. Et il fallait que je trouve une alternance, et de là, j'ai cherché un petit peu tous les cabinets dans le secteur saint-lois d'abord, parce que originaire de Saint-Lô, je voulais retourner un peu au bercail. Et puis, je suis tombé sur le site de Copilote, qui avait un site un peu, pas une trame comme les autres, quoi, on va dire, avec tous les avatars et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air d'être sympa, ce cabinet. Et donc j'ai Comme postulé. quoi, le site est important. Exactement. Parce que là, c'est clairement, avec le site, il s'est démarqué, tu t'es dit, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, ça a l'air un peu déconnecté des autres cabinets. Du coup, c'est bien. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter, au contraire, à voir, quoi. Donc j'avais postulé en ligne sur le site directement. Et puis après, j'ai été contacté directement par Copilote qui m'ont proposé de passer un premier entretien. Donc je suis arrivé à l'entretien, j'étais tombé avec 2 des associés du cabinet qui m'ont fait passer l'entretien. On a discuté, mais en fait, ils sont vraiment concentrés sur peut-être mon savoir-être plus que sur mon savoir, parce que ils m'ont pas demandé de passer de tests en soi en comptabilité directement, des écritures. Après, quand t'as fait un DUT, t'as pas un niveau technique qui est non plus énorme, donc c'est plus les savoir-être que tu vas apprendre dans tous les cas. Ça. Ouais. J'étais parti déjà dans l'idée, ils m'ont même pas demandé une note, même pas un bulletin de notes, rien du tout. En plus, c'était pour une alternance. Oui, donc c'était mes 2 ans d'alternance. Donc ils m'ont dit d'accord, on vous recontactera sûrement pour un deuxième entretien. Donc c'est là que j'ai passé mon fameux test Assess First, notamment entre les 2 entretiens. Okay. Et tu peux expliquer ce que c'est Ouais, alors c'est un test qu'ils nous font passer avec tout un tas de questions. Et c'est pour analyser un peu notre personnalité, notre savoir-être au travail, notre savoir au travail, et comment on fonctionne, avec qui on peut travailler, notre caractère. Quand on dit analyser la personnalité, ça peut avoir un côté un peu négatif, mais c'est pas de juger genre si c'est bien pas ou du pas. Tout. Ouais. C'est plus, on a tous on est plus introverti ou extraverti, ou tout à fait. Oui, c'est pas négatif ou positif, c'est juste des traits différents. Nos traits de personnalité différents, savoir comment on fonctionne pour s'adapter au mieux à nous. Donc j'avais passé ce test, et puis du coup je leur ai dit, par contre pour l'anecdote, je leur ai dit par contre pour le deuxième entretien, est-ce qu'on peut le faire en visio, parce que en fait j'étais en vacances en Corse, qui était prévu depuis longtemps. Le mec en vacances en temps de vacances. Voilà, donc, je serais en short. Exactement. Et c'était un peu ça le paradoxe, c'est que on était dans un mobil-home, j'étais avec des amis, et donc déjà j'arrive pas à te connecter. À me connecter, et surtout à la fin j'arrive à me connecter, mais j'arrive pas à les mettre droit sur la tablette. Donc du coup, j'avais une tablette, et je me dis mais ça va jamais le faire. Donc ils me voyaient à l'envers. Donc je me dis quitte à être perdu pour être perdu, j'ai retourné la tablette, et c'est moi qui les ai vus tout à l'envers pendant tout le temps de l'entretien. Et puis en fait, j'étais même en chemise, et puis j'étais en short en dessous, mais ils voyaient pas que j'étais en short en dessous. Donc et puis j'ai passé tout l'entretien, débriefé mon test là-dessus. J'avais mes copains qui m'aidaient pas, qui toquaient au carreau, qui faisaient un peu les oeuvres à côté. Mais en fait, ça leur a pas fait si peur finalement, parce que ils m'ont proposé de me prendre après derrière en alternance. C'est cool. Et donc du coup, c'était un poste de collaborateur. Au départ collaborateur comptable. Nous, on est dispatché en fait en pôle au sein du cabinet. Donc on a le pôle comptable qui vont vraiment s'occuper de toute la mise à jour de la comptabilité et faire les déclarations de TVA. Et on a un pôle expertise où là, ils vont plus travailler sur les bilans, les comptes de résultats. Faire la révision. La révision, exactement. Donc moi, je suis arrivé directement au pôle comptable, du coup, où là, pendant 1 an, j'ai fait la mise à jour de la comptabilité, déclaration de TVA, en parallèle avec mes cours. Et puis après, le cabinet m'a proposé de m'envoyer avec Dominique Désiré, qui est quelqu'un qui a plus de 30 ans dans le cabinet. Donc, pour commencer à me former sur tout ce qui est la partie révision et expertise. Donc, je suis arrivé avec Dominique, et Dominique m'a dit, de toute façon, t'es pas prêt, donc tu vas refaire encore 6 mois de mise à jour comptable. Donc, pendant 6 mois, il m'a fait refaire que de la mise à jour comptable. Et puis après, il m'a commencé à me faire un peu travailler sur ses bilans, et puis c'est Dominique, quoi. C'était quelqu'un qui n'était pas toujours facile, mais très fort d'apprentissage tous les matins. En plus, je suis pas très du matin. Mais j'avais droit à des interrogations. C'est quoi la différence entre une AGOA, une AGE? C'est quoi on cotise à quoi dans l'URSSAF des indépendants? C'est quoi la différence entre une entreprise individuelle, une société? J'ai droit à que des questions comme ça. Ou c'est bien, le logiciel t'as sorti l'écriture comptable, mais est-ce que tu peux me la ressaisir à la main?
Mais c'était formateur. Mais c'était ultra formateur. Alors parfois je l'ai détesté, mais aujourd'hui je le remercie énormément parce que j'aurais pas évolué comme j'ai évolué aujourd'hui si je serais pas resté ces 2 années avec lui en tout cas. Et ça t'a plus plu que l'entreprise? Ah, carrément, parce que c'était la variété de tous les dossiers. On touchait le matin, on pouvait toucher un dossier, l'après-midi un autre, ou même dans la même matinée. En fait, aussi, avec ce fameux test que j'avais passé à Assess First, on s'était rendu compte que je me lasse très vite des tâches répétitives. Donc du coup, ce qui est pas forcément facile en compta, non, enfin, en tout cas, de prime abord, on se dit... De premier abord, non, ouais. On a l'impression qu'on fait toujours la même chose, mais en fait, le fait de varier tous les dossiers, de pas savoir, en fait, on peut recevoir un appel d'un client et il faut s'adapter, rentrer dans le dossier, se remettre dans le contexte. Et donc, c'était tout ce côté-là que je commençais vraiment à apprécier dans le métier. Et comment tu gérais avec les cours? C'était pas compliqué C'était un peu compliqué quand même, parce qu'en plus, moi, j'étais sur un système 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Je devais faire la route pour aller à Caen, qui est à 1h30 quand même d'ici. Tu faisais, quand tu avais tes 2 jours, tu y allais le matin et tu rentrais à 3 heures de route. La première année, la deuxième année aussi. Et la troisième année, en fait, j'ai une amie qui est Sarah. Elle m'a dit, tu peux pas faire les allers-retours comme ça. Je t'héberge chez ma maman. Tu vas avec son conjoint. Du coup, on dormait tous les jeudis soirs chez sa maman. Puis pour la petite anecdote, du coup, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai réussi à les faire venir tous les 2 au cabinet. Ah, c'est vrai? Copier la Tessie. Ouais, ah oui, c'est vrai. Donc non, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé parce qu'au final, j'avais pas toute cette route à faire. Et tu disais 3 ans parce que normalement, après un DUT, c'est 2 ans. Ouais, alors du coup, j'ai redoublé mon DCG, donc une première fois. Donc le cabinet m'a complètement fait confiance, m'ont dit, de toute façon, on te laisse redoubler. Voilà. Et l'école était aussi OK. L'école était aussi OK. Parce que des fois, en DCG, on nous dit, en gros, qu'on peut pas redoubler, entre guillemets, ouais. ou sinon, tu aurais pu repasser en candidat libre, mais... C'est ça, ouais. Là, dans l'idée, on en avait discuté un peu avec le cabinet, et le cabinet m'avait dit, si tu souhaites redoubler, nous, il n'y a pas de souci, tu peux redoubler. Il te manquait beaucoup de points ou... Là, il m'en manquait un peu quand même. C'était la deuxième année que j'ai eu plus de mal, en fait. Mine de rien, parce qu'il y avait des matières, en fait, dans les matières, moi, que j'ai pratiquées, j'aimais beaucoup tout ce qui était droit fiscal, j'étais passionné par ça. Tout ce qui était droit des sociétés, j'adorais ça. La compta pro, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Il y avait plus de calcul aussi. Ouais, plus de calcul, et puis... finance aussi. Ouais, c'est ça. C'était un peu moins mes parties que j'appréciais le plus, que j'appréciais moins. Et en deuxième année, il y a une matière que j'aimais pas du tout, qui était le contrôle de gestion. Ouais. J'ai jamais trop aimé ça. Mais par contre, j'avais le management à côté que j'adorais faire ça. Donc, j'arrivais à peu près à équilibrer les deux, mais j'avais perdu pas mal de points de contrôle de gestion. Donc, c'est pour ça qu'il m'avait proposé de redoubler, notamment pour essayer de rattraper. Et est-ce que tu obtiens ton DCG Et j'obtiens toujours pas mon DCG. Aujourd'hui, il me manque 3 points, donc c'est vrai que j'y pense à le passer en candidat libre. Il faudrait que je puisse le terminer et le valider. Aujourd'hui, ça serait bien de le faire, en tout cas. Et quand tu as les résultats, la deuxième fois où tu sais que tu l'as toujours pas, tu prends un coup au moral ou Je voulais pas les regarder dans la journée. Déjà, j'avais tous mes collègues qui étaient un peu derrière moi. Mais alors, j'ai dit non, je les regarde pas dans la journée, laissez-moi tranquille. Je les ai regardés le soir, du coup, je me suis dit, non, mince. Puis après, ça va pas grand-chose. Ouais, c'est ça, je me dis, ça va pas grand-chose, c'est un peu dur. Je me dis, de toute façon, aujourd'hui, voilà, j'en ai un peu marre des études, je veux rentrer dans la vie active. Aujourd'hui, je savais qu'il y avait déjà pas trop de problèmes avec Copilote pour que, voilà, je savais qu'ils allaient me proposer une place en contrat derrière, donc j'avais pas cette pression supplémentaire de me dire, non, t'as pas de boulot derrière. Donc je me suis dit, je rentre dans la vie active et puis on verra, on passera ça en candidat libre. Bon, après les années passent et on est dans la vie active du travail, donc on prend un peu moins le temps de le faire, mais c'est sûr qu'à l'avenir, c'est un sujet qu'il faudra lourdement réfléchir. Et à ce moment-là, alors, est-ce que tu avais eu le droit de regarder des bilans? Oui, déjà, même dans ma 3e année, je faisais déjà des bilans avec Dominique, où justement, là, il me formait vraiment sur les bilans. C'est quelqu'un en plus qui fait vraiment on pourrait même presque appeler ça de la surqualité. Alors, j'étais pas toujours le plus organisé, moi, donc ça m'a appris, même aujourd'hui, ça me choque. J'ai encore ces mimiques, même ces réflexions,
que je redis. Et en fait, il m'a appris vraiment à être très organisé quand même dans mes bilans, dans ma comptabilité. Et avoir des raisonnements vraiment comptables et d'analyser les comptes, de savoir comment les présenter. Donc je suis resté en tout un peu plus de 2 ans avec lui. Et puis le temps passé, aujourd'hui à la fin, je voulais travailler sur mon portefeuille et plus sur le sien obligatoirement. Et parce que donc, c'était lui qui avait quand même la relation client, ou toi des fois alors t'étais avec c'était lui qui avait la relation client, mais il m'emmenait avec lui quand même très facilement. Même parfois il m'envoyait directement chez ses clients faire les bilans. Et il me dit c'est formateur, tu y vas, tu vas devoir. Donc on a eu des grands moments parce qu'il était un peu charrière, donc bon, j'ai toutes ces remarques habituelles, rien ne résiste à un bon vieux pointage. C'est aussi un jour il m'a fait appeler l'URSSAF, je savais même pas ce que je demandais à l'URSSAF, quoi. Donc je comprenais même pas comment on calcule les cotisations, et il m'a laissé me débrouiller avec l'URSSAF au téléphone. Je sentais bien que la dame à l'URSSAF perdait patience. Mais tout ça en fait, en me laissant chercher, en me laissant sur le fait accompli, ça a été ultra formateur, quoi. T'as jamais eu l'envie de, je sais pas, de devenir expert comptable ou... Non, pas spécialement, parce que dans ces moments-là encore, j'étais encore à fond sur l'expertise. Aujourd'hui, on va dire que c'était encore de la nouveauté pour moi. Je commençais à me constituer un portefeuille, du coup, à la sortie de ces 2 ans, à la sortie des études, tout court, et puis même déjà avant la fin de mes études. Je commençais déjà à me constituer un portefeuille, donc c'était de la nouveauté pour moi. J'entretenais ma propre relation client, la propre gestion de mon portefeuille. J'avais pas l'envie aujourd'hui de faire du bilan, ça me plaisait. J'ai une autre amie là que c'est un peu ça, elle a bien défini, qui est venue au cabinet aussi là, et elle me dit la compta pour moi c'est un peu comme des mots croisés. Et à ce moment-là pour moi c'était un peu comme ça. À ce moment-là je m'éclatais vraiment à faire ça, donc j'avais pas d'envie spéciale de monter plus en études, et puis j'étais un peu aussi curé des études derrière, donc pas aussi la nécessité. J'avais la nouveauté de tenir un portefeuille client. Comment le switch se fait de 100% collaborateur à accompagner les créateurs à quel moment, enfin je sais pas, est-ce que ça venait de toi ou tu disais, enfin où ça te plaisait peut-être moins, ou tu voulais voir autre chose justement parce que tu dis que t'aimes bien la toujours nouveauté, apprendre des choses ou... ouais. Ça je l'aurais su qu'après. Alors en fait un jour j'étais voilà, ils avaient déjà senti depuis 1 an que je voulais mon indépendance sur mon portefeuille, donc ils m'ont laissé prendre un portefeuille et gérer mon portefeuille. Et un jour, je suis convoqué par les associés. Ils étaient tous en réunion, je savais même pas pourquoi. Ah, du coup, tu stresses ou parce que on se dit, tu peux venir, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise dans les 15 derniers jours et puis, en fait, j'arrive et puis ils me disent, écoute, on a pensé à un poste pour toi, est-ce que ça t'intéresserait de prendre les créateurs d'entreprise? Moi, direct, bon, oui, carrément. Bon, un peu, je savais pas trop dans quoi je m'engageais et je me dis, bah ouais, complètement, une nouvelle mission. C'est Jérôme Fleury qui avait pris un peu le relais sur on va dire la poursuite du coup de ma formation, parce que je redécouvrais quelque chose de nouveau, qui m'emmène avec lui sur un accompagnement d'un créateur, un rendez-vous. J'assiste au rendez-vous avec lui et puis j'en fais 1 ou 2 comme ça, et puis il me dit bon bah maintenant tu prends tous les créateurs. Ah ouais. Donc ça s'est fait ultra rapidement. Et donc au départ voilà, on essaye d'être très rentré dans les cases et tout ça. On me rencontre parfois même pas des gens toujours faciles. Je crois que mon 3e rendez-vous prospect, je vois une dame, elle me dit mais vous êtes tout jeune, vous débutez dans le métier. Alors bon, le rendez-vous là, on se dit bon, ça commence pas très très bien, mais en réalité derrière ça s'est très bien fait. La cliente est devenue cliente du cabinet et on a fait les démarches, et puis à force d'en faire en fait, au final la gymnastique reste à peu près la même. Mais... Et c'était une création de poste ou c'était il y avait déjà quelqu'un qui Non, faisait à l'époque en fait ils avaient pour objet déjà avant c'était que les associés qui géraient ça du cabinet. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Aujourd'hui, il y avait une problématique de temps pour les associés aussi, hein. Donc ils avaient déjà proposé à un collaborateur, peut-être 6 mois avant, qui était stagiaire expert comptable, de prendre ce poste. Et puis en fait, il n'est pas resté au cabinet, il a décidé de quitter le cabinet. Et de là, je pense que c'est à partir de ce moment-là où ils ont pensé à moi. En fait, ils choisissent aussi par rapport justement à ce fameux test Assess First, où j'avais mes fameux... Là, c'est là que j'ai appris que j'avais mes 8% de compatibilité à la comptabilité. Ah ouais.
Et ouais. Donc oui, parce que dans le test, il y a deux, pour ceux qui nous écoutent, tu as ton test, donc ils te disent un peu quel profil tu es. Tu as une partie, moi, que j'aime bien, où ils te disent quel type de manager tu es et quel type de manager tu as besoin. Je trouve ça... Pour travailler, ouais. Mais le test est assez fort. Hein. Et tu as aussi une partie, donc, compatibilité avec des métiers. Et dans cette partie-là, pour chaque métier, tu as 2 catégories. Est-ce que tu vas être performant, entre guillemets, dans le métier et est-ce que tu vas t'épanouir dedans? Ouais. Et toi, les 8%, c'était l'épanouissement, peut-être? L'épanouissement dans le métier de comptable. Et à côté de ça, j'avais 80% sur le métier de commercial. Ah oui, ok. Donc, c'est aussi pour ça qu'eux avaient pensé à moi pour ce poste. Et c'est vrai que là, pour moi, c'était encore la nouveauté. C'était de la relation avec tout un panel de partenaires. Et c'est là où ça m'éclate encore plus de pouvoir travailler là-dessus. Et ça me donnait une nouvelle casquette, notamment. Et encore une fois, ne pas me donner trop de tâches répétitives, un peu de nouveauté. En plus, c'est toujours nouveau parce que c'est toujours des nouveaux créateurs. Des nouveaux créateurs. On sait pas trop ce qu'on voit de tout. On voit de tout. Ça peut aller dans tous les, un peu dans tous les sujets. Ça peut être des sujets loufoques, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être. Et puis en plus, je sais même pas dans ma semaine comment elle va se débuter. C'est-à-dire que j'ai ma semaine, elle commence, j'ai pas trop de rendez-vous dans le planning, et puis je peux me retrouver à rencontrer 8 créateurs dans la semaine. Donc 8 nouveaux projets, c'est hyper chronophage, quoi. Et comment tu fais justement avec les premiers rendez-vous, parce que tu connaissais pas trop, ou c'est un peu toujours les mêmes questions Souvent, c'est les mêmes questions. Là où Jérôme Fleury m'avait quand même beaucoup accompagné, c'était à bien comprendre chaque type de structure. Pour moi, c'était la base de savoir comment fonctionne chaque type de structure, en termes juridiques, en termes comptables et en termes fiscaux. Du coup, en fonction du prospect qu'on rencontre, on va pouvoir savoir l'adapter en fonction de la structure. Donc, dans l'idée, lors du premier rendez-vous, en fait, pendant une demi-heure, je les fais parler. Je les fais parler d'eux, de leur projet, et j'essaie de vraiment bien comprendre leur projet. Et à force de parler du projet, c'est là qu'on va commencer à choisir le type de structure la plus adaptée à leur projet. Et après, c'est vraiment dans la conversation que tout se fait, quoi. Et donc, en général, les 2 formes dominantes, c'est comme SARL ou SAS, ou alors tu as aussi d'autres, à part pour l'immobilier, où tu as des SCI ou des... Ouais, voilà, j'ai la partie immobilier, où là, ça va être soit des SCI... Ou des LMNP. Ouais, les LMNP qui sont... On en fait à tout va, en explosion. Ouais, ça va être beaucoup de EURL, SARL ou de SAS ou SASU. Après, on a quand même, pendant un moment, avec l'option Alias pour les entreprises individuelles, on a rebasculé un peu dessus. Ou après, ça peut être aussi un peu pas mal de BNC aussi, des professions libérales. La plus dominante reste SARL, EURL, quoi. Ouais. Ça reste la plus dominante parce que en réalité, souvent, c'est des activités comme ils sont créateurs. En plus, moi, j'ai pas de phase où j'ai beaucoup de salariés ou beaucoup de grosses gestions. Ils sont tout seuls dans leur entreprise. Ils vivent de leur activité. Souvent, on les fait cotiser à l'URSSAF des indépendants. Est-ce que tu as eu, je sais pas, des activités un peu loufoques ou que tu as pu voir en rendez-vous? J'en ai eu. J'ai eu des activités. J'avais eu, comme on en avait déjà discuté de la Love Room. Donc au départ, je me dis, oula, c'est quoi ce truc? Et puis en fait, c'est plus une chambre avec des pétales de rose, bouteille de champagne. Donc ça m'a un peu rassuré. Mais et puis aussi, j'ai eu 2 autres activités aussi où je me suis amusé aussi à un peu embêter des collègues en fonction des activités, de leur donner des activités, par exemple. J'ai un collègue qui connaissait quelqu'un, mais qui voulait pas obligatoirement le prendre. Et j'ai réussi à le prendre dans le cabinet, lui affecter juste pour un peu l'embêter, mais c'est de bonne guerre. Donc voilà. Comment tu t'organises aujourd'hui, parce que ça doit être compliqué, non, de gérer tes dossiers. T'as quand même toujours ta partie dossier comptable et créateur. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça serait mieux de faire gérer que les créateurs, ou t'aimes bien garder la partie compta quand même? Ouais, alors on en a discuté même plusieurs fois avec les associés. Aujourd'hui, au départ, c'était un peu moins lourd parce que je gérais que les créateurs du secteur Granville-Coutances.
Aujourd'hui, j'accompagne les créateurs sur l'ensemble des cabinets de copilotes. Donc le laps de temps est quand même plus important à y passer. Après, sur la partie expertise, moi j'avais toujours demandé à quand même garder un portefeuille de clients parce que je considère que faut savoir produire pour aussi pouvoir accompagner les créateurs. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une vraie conversation à diminuer mon portefeuille de clients. Mais je voudrais garder quand même dans le portefeuille une variété de dossiers sur les différents types de structures, différents types d'activités, un peu de BTP, du commerce, des professions libérales, de l'immobilier, un peu une variété un peu au sens large, quoi. Et comme tu as déjà des dossiers, je suppose que les créateurs, tu peux pas tous les prendre en compta après. Et donc, comment tu gères toi et comment le client gère des fois le fait que peut-être qu'il est attaché à toi parce que tu l'as aidé dans sa création d'entreprise et après il faut refiler le bébé à un autre collaborateur. Okay. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, que ce soit d'un côté ou de l'autre C'est pas toujours facile, hein. Il y en a où ça se fait assez facilement et c'est fluide. En fait, on les avertit assez rapidement. Moi, je les avertis dès le premier rendez-vous de toute façon que ce sera pas moi qui les accompagnera par la suite. Je les accompagnerai jusqu'à la création. Et une fois la création faite, c'est un collaborateur qui reprendra en charge le dossier. Mais je leur dis que je suis toujours encore disponible dans les premiers mois d'activité en lien avec le collaborateur. Après, il y a des dossiers aussi qu'on accompagne où on chouchoute déjà le créateur, donc on a envie de le garder dans son portefeuille. Donc il y en a certains, automatiquement, je les ai gardés quand même parce que c'était des créations dans lesquelles j'y croyais à fond, qu'il y avait un lien qui s'était déjà tissé, qui était important. Donc, il y en a certains que j'ai gardés, même notamment mon premier prospect signé. C'était sentimental, il fallait que je le garde comme client, donc je l'ai gardé aussi. Et puis après, parfois, niveau client, eux, il y a un lien de confiance qui se crée, donc ils apprécient pas toujours l'idée de devoir changer, mais j'essaie de leur faire bien comprendre que moi je peux pas prendre tout le monde, sinon ce serait très compliqué. Et après on essaie aussi de choisir, on essaie de voir le comportement ou de comprendre comment fonctionne le client pour essayer de trouver un collaborateur aussi qui rentre dans les mêmes valeurs. Donc voilà, on essaie de faire au mieux en tout cas. Du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Dans mon métier au global ? Automatiquement quand même l'accompagnement des créateurs sur le côté où on voit des projets aboutir et que on voit l'évolution derrière. C'est génial de voir un projet qui évolue et même qui évolue très fortement et quand on voit leur réussite, on est quand même content pour eux et on est content d'avoir pu les accompagner dans ça. Et après, sur cette partie des créateurs aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout le réseau et la gestion avec les partenaires à côté. C'est de pouvoir travailler avec les notaires, les avocats, les banquiers, de pouvoir rentrer dans les réseaux aussi d'entreprises. Je vais très régulièrement aussi au BNI, qui est un réseau d'entreprises, le mercredi matin, et on gère aussi les apéros entrepreneurs, par exemple. Puis parfois aussi, je fais aussi des permanences à la CCI, à Pôle emploi, pour les créateurs d'entreprises, où ils font des sessions. Et puis même Chambre des métiers, donc tous ces organismes-là, on travaille avec eux autour et c'est ça qui est génial, c'est qu'on puisse échanger sur les dossiers, se mettre en lien avec le réseau d'initiative aussi beaucoup, qui les aide, qui aide les créateurs d'entreprises. Donc. Oui, c'est très diversifié. C'est vrai que moi, je voyais plus la partie où tu fais les rendez-vous avec les entrepreneurs, mais en fait, tu as tout un réseau autour et qui se crée. Et c'est ça, pour moi aussi, la partie hyper intéressante, c'est ça, c'est de pouvoir aussi, même avec toutes ces personnes autour, de pouvoir discuter de l'évolution des métiers, on s'enrichit toujours de ces gens-là, donc au contraire, non, c'est cette partie vraiment que j'aime le plus faire, quoi. Et qu'est-ce que t'aimes le moins ? Ce que j'aime le moins, le côté peut-être répétitif comptable, quoi, ou la période fiscale, tout court. Mais là, on fait beaucoup plus de compta et en fait, ce que j'aime le plus dans la compta, c'est analyser les comptes, échanger dessus avec les clients. Les produire en soi, c'est pas la partie qui me passionne le plus. Donc après, quand on les produit, on prend toujours un peu de hauteur après sur le dossier et on se dit limite, c'est quand je change complètement de domaine dans ma production que c'est là que je vais m'éclater le plus. Oui. La dernière fois, là, j'ai fait la compta d'une SCM, j'en ai qu'une seule, j'étais content de la faire parce que ça me changeait d'habitude.
C'est plus ce que j'aime le moins, c'est plus le côté répétitif. Mais je pense que c'est pour ça aussi que dans ton portefeuille, tu voulais par exemple pas avoir que des SARL ou que des SAS ou que des EI ou que des BNC. Enfin, du coup, tu voulais avoir plein de variétés comme ça. En soi, c'est la prod, mais comme c'est pas le même secteur et que c'est différent et tout. Ça me change au quotidien. C'est un peu ça. J'ai réussi à essayer de positionner ça un peu dans mon portefeuille. Et donc, voilà. Mais c'était aussi ça qui m'a plu. Et je pense que ça qui m'a plu aussi au sein du cabinet, c'est que aujourd'hui, ils spécialisent pas les gens dans des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on a des variétés de portefeuilles chacun, les uns les autres. Bon, on a tous plus ou moins des appétences dans des domaines quand même. Mais si on souhaite avoir un portefeuille varié, on peut avoir un portefeuille varié. Ça aussi, ça m'a plu aussi dans le cabinet parce que je pense que je me serais lassé beaucoup plus vite si, admettons, j'aurais fait que du BNC ou que de la SARL ou que du BTP ou que... Moins on me spécialisait et mieux ça m'allait, quoi. Quels sont tes projets futurs, que ça soit pro ou perso? Est-ce que tu as peut-être vocation à enlever un peu de dossier pour faire plus d'accompagnement? Ouais, de toute façon, aujourd'hui, on a échangé pas mal avec... on échange pas mal avec le cabinet, avec les associés. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un objectif de me retirer des clients pour pouvoir plus me concentrer sur la partie créateur et reprise d'entreprise. Et après, moi, je leur mets toujours, parce qu'on passe un entretien annuel obligatoirement chaque année. Et après, faut pas attendre forcément l'entretien annuel. Non, pour en discuter. Mais chaque année, c'est vrai que c'est un projet à plus long terme, mais j'aimerais bien travailler j'aimerais bien plus être dans le côté conférencier, formation, des choses comme ça. Cette formation, pour les créateurs. Voilà, plus sur ce domaine-là, où en discuter plus haut et, on va dire, pas individuellement, mais peut-être plus en manière collective ou des choses comme ça. Donc, j'aimerais bien plus m'orienter là-dessus, sur continuer ce développement au niveau des créateurs et des repreneurs d'entreprise. Comment tu gères ton équipe vie pro, vie perso? Je le gère assez, en réalité. J'essaie de me donner une règle d'or, c'est que par exemple le week-end, je le garde pour moi, pour mes activités perso. Pas le soir en semaine? Et un peu moins, je préfère être un peu plus large le soir en semaine. Tu préfères finir plus tard. Et voilà, et me garder vraiment mon week-end où là, j'ouvre pas le PC, j'essaie de pas du tout ouvrir le PC, pas de production et tout, et de garder ce week-end-là, de toute façon, où je puisse faire mes hobbies à côté, mes gestions de mes trucs personnels à côté. Ouais. Je viens de me faire la réflexion, mais c'est vrai que c'est peut-être des fois difficile avec les créateurs où eux, ils sont à fond dans leur projet et je sais pas, peut-être tu donnes pas ton numéro de portable, du coup, sinon tu reçois des SMS le week-end ou... Si, justement, j'ai un téléphone portable pro. Ouais. Mais bon, je l'utilise autant pro que perso, donc en réalité, si, bien sûr, ça arrive que j'ai des SMS. Après, en fonction du degré d'urgence, soit ça peut attendre le lundi, soit voilà. Après, sur la partie créateur et reprise d'entreprise, les créateurs, on avance au fur et à mesure du temps, donc les étapes, elles se font quand même assez bien. En soi, pas pressés, ils savent à peu près les deadlines, comment on avance. Et la balle est souvent aussi dans leur camp, donc une fois qu'elle est dans leur camp, ça veut aussi de faire les démarches pour que je puisse reprendre. Donc en réalité, ça se fait bien. Ça se fait assez bien. Ouais. Est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi? Fier, oui. Après, dans l'idée, c'était j'avais un raisonnement entreprise, cabinet, donc tout ce que je pouvais faire pour essayer d'aider le cabinet, j'allais le faire. Au contraire, et après, derrière, eux, de l'autre côté, m'ont aussi donné les opportunités que je pense que peut-être pas dans tous les cabinets ça fonctionnerait comme ça, loin de là. Donc, eux m'ont donné des opportunités justement pour me redonner un renouveau à chaque fois dans mon travail, me proposer toujours des nouvelles idées. Donc, là-dessus, c'est là-dessus où je suis très content de pouvoir essayer d'évoluer là-dessus. Et après, je me pars du principe que faut toujours essayer de faire de son mieux, et puis on verra. Faut faire de son mieux pour essayer d'être épanoui dans son travail. Après, j'en discutais beaucoup justement avec aujourd'hui même Dominique, je reviens dessus, mais on parle de la formation des jeunes et tout ça, et
Et je dis que c'est important d'avoir une formation parce que si on veut être vraiment épanoui dans son travail, si la formation est bonne, on va savoir s'épanouir dans le travail parce qu'on sait répondre aux questions du client plus facilement, en tout cas, on sait produire mieux ou on est satisfait plus de son travail quand on a été bien formé. Si par exemple, on n'a pas été bien formé ou on est trop en train d'apprendre sur le tas, on le subit un peu plus. Là-dessus, moi, j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours de formation, en tout cas en interne dans le cabinet, qui a vraiment été par des étapes. Et donc, c'est ça aussi qui m'a permis de m'épanouir un peu plus dans le travail. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment ou pas ? Peut-être les études, ou j'irai peut-être les reprendre. Là, il faut que j'y repense obligatoirement pour valider. Oui, c'est pas perdu si t'as que 3 points à rattraper. Après, en soi, non, je referai pas trop de retour en arrière. Je regrette pas grand-chose. Rien du tout, même à vrai dire. Et puis, au contraire, ça continue. Là, je continue. Donc. Qu'est-ce que tu dirais au Tancred qui a 20 ans, qui doit être en DUT ? Est-ce qu'il s'attend à cette vie-là? Non, je lui dis qu'au contraire, il faut qu'il continue les études, qu'il rentre dans des... Pour moi, c'est important de rentrer dans des entreprises qui... Après, c'est selon les choix. Hein. S'ils veulent aller jusqu'à l'expertise, au contraire, qu'ils y aillent et ils vont s'épanouir sûrement dans leur métier. Mais je pense que c'est important de choisir des entreprises qui nous correspondent. De là, si elles nous correspondent, on va savoir s'adapter à elles vont s'adapter à nous. Et on va pouvoir faire plein de choses qui nous éclatent au travail. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le travail, on y est quand même une grosse partie de notre temps. Donc si on le subit ou si on ne s'éclate pas à le faire, au bout d'un moment, obligatoirement, il y aura un couac. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Tancred pour cette interview. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.